Imaginez-vous allongé sur une table d'opération, persuadé que la douleur qui vous ronge n'est qu'une simple appendicite, une intervention banale, quelques heures sous anesthésie et la promesse de rentrer chez soi dès le lendemain. Mais au moment où les bistouris s'enfoncent dans la chair, le silence tombe, les médecins fixent l'abdomen ouvert et ce qu'ils découvrent glace leur sang. Le cœur battait du mauvais côté. Le foie, la rate, les reins, tout semblait déplacé comme reflété dans un miroir macabre. Une cartographie inversée de la vie, dessinée à rebours dans ce corps qui jusque-là avait survécu 30 années sans le moindre soupçon. Les chirurgiens, pourtant aguerris à l'imprévu, se figèrent. Ce qu'ils voyaient défiait la biologie. Chaque organe vital reposait à l'opposé de sa place habituelle, comme si la nature avait pris plaisir à réécrire ses règles. L'opération, censée durer à peine 1 heure, devint une bataille contre l'inconnu. Car comment retirer un appendice quand tout l'intérieur du patient est une énigme vivante? Chaque geste devenait un pari, chaque coup de scalpel un risque de mort immédiate. Le patient, lui, ignorait tout. Il se réveillerait plus tard pour apprendre que son corps n'était pas humain dans sa logique, mais une aberration rare, effrayante. Et l'annonce, loin d'apporter des réponses, ouvrirait un gouffre de doute. Comment avait-il survécu si longtemps avec un organisme qui n'obéissait pas aux lois de la vie? Vous êtes sur le point de plonger dans une histoire médicale et humaine qui dépasse l'entendement. Une histoire où la science se heurte au mystère, où la chair devient le théâtre d'un secret inavouable. Le cas d'un homme ordinaire qui, en croyant soigner une douleur banale, découvrit que son existence entière reposait sur une anomalie monstrueuse, un corps entièrement inversé. Avant de poursuivre, prenez un instant. Abonnez-vous à cette chaîne si les récits sombres et incroyables vous fascinent. Laissez un j'aime pour soutenir cette enquête médicale et racontez-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous nous regardez. Vos histoires, vos origines donnent à ce canal une voix collective qui traverse les frontières. Car ici, nous ne partageons pas seulement des faits, nous ravivons des récits qui dérangent, qui forcent à remettre en question notre compréhension du vivant. Ce que vous allez entendre est réel, documenté, et pourtant vous aurez l'impression d'écouter une légende médicale née d'un cauchemar. Préparez-vous. Ce récit n'est pas celui d'une guérison ordinaire. C'est l'histoire d'une découverte qui glace le sang, d'une vérité que même les médecins ont eu du mal à accepter, une vérité qui changea à jamais la vie d'un homme et qui continue à hanter ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. Chapitre 1. La douleur inattendue. La douleur commença comme une morsure sourde, nichée dans le bas-ventre, un point de chaleur acide qui refusait de céder. Au début, il l'ignora, croyant à une indigestion passagère, un caprice de l'estomac. Mais plus les heures passaient, plus la sensation se changeait en lame brûlante plantée sous ses côtes. Chaque mouvement, chaque respiration devenait un supplice. Dans la chambre à peine éclairée par la lampe de chevet, il se tenait plié en deux, le front couvert de sueur. Les aiguilles de la douleur s'enfonçaient plus profondément à chaque minute. Le temps perdait toute logique. Une nuit entière semblait contenue dans chaque seconde. Il essayait de se convaincre que cela passerait, mais la vérité s'imposait. Quelque chose en lui se déchirait. Sa femme, inquiète, le supplia d'aller à l'hôpital. Il résista, par orgueil, par peur aussi. Les hommes de son village n'allaient pas voir de médecin pour une simple douleur. Mais quand il se mit à trembler, ses lèvres bleues de douleur, il sut qu'il n'avait plus le choix. Elle l'aida à se lever, à peine capable de marcher, et chaque pas vers la porte était un pas vers l'inconnu. Dans la voiture, la route lui sembla interminable. Les phares découpèrent la nuit, mais lui ne voyait plus rien. Ses entrailles semblaient prêtes à éclater, comme si une main invisible tordait son corps de l'intérieur. Le souffle court, les doigts crispés sur le siège, il ne pouvait que murmurer « Vite, vite !» Aux urgences, le néon froid l'accueillit comme une sentence. L'air sentait l'antiseptique et la peur. On l'installa rapidement sur un brancard, les infirmières palpant son abdomen.
Le moindre contact déclenchait un cri, guttural, incontrôlé. Les regards se croisèrent, graves. Le verdict tomba rapidement. Appendicite aiguë, nécessitant une opération immédiate. Il n'eut pas le temps de protester. On lui fit signer un papier à moitié illisible, à travers ses larmes, et déjà on l'emmenait. Les couloirs défilaient, blancs, interminables, comme une descente dans un tunnel sans retour. Au-dessus de lui, les lampes s'égrenaient une à une, pulsant comme un métronome du destin. Allongé sur la table métallique, il sentit la piqûre de l'anesthésie se répandre dans son bras. Ses yeux s'alourdissaient, mais son cœur battait à toute allure. Il pensa à ses enfants, à sa maison, à la normalité qu'il laissait derrière lui. Une peur viscérale l'envahit, et si ce n'était pas une simple appendicite? Et si son corps cachait quelque chose que personne ne soupçonnait? Dans ses dernières secondes de conscience, il observa les silhouettes masquées autour de lui. Les instruments scintillaient sous la lumière crue, froid et menaçant. Les voix se brouillaient, comme si elles venaient de très loin. Puis le noir. Un noir épais, profond, sans rêve. Mais au-delà de ce silence, son corps gardait son secret, enfoui depuis 30 années. Ce secret, aucun médecin ne l'avait deviné. Ni les radios, ni les analyses de sang, ni les examens passés au fil des ans n'avaient laissé entrevoir l'ombre de cette anomalie. C'était une bombe silencieuse, un jeu de miroirs organiques logés dans ses entrailles. Ce soir-là, l'appendicite n'était qu'un prétexte, une clé pour ouvrir une porte interdite. Dans la salle d'opération, les bistouris se préparèrent à trancher, ignorant encore que ce corps n'était pas celui d'un homme ordinaire. Ce qu'ils allaient découvrir n'appartenait ni à la logique, ni à la médecine. C'était une vérité qui allait faire basculer la nuit et hanter à jamais la mémoire de ceux qui poseraient les yeux dessus. Chapitre 2. La salle d'opération. La porte battante s'ouvrit sur un froid clinique. Le métal, la lumière crue, l'odeur d'iode et d'alcool, tout semblait prêt à dissoudre l'humain dans une procédure. On transféra son corps sur la table, on fixa des bracelets souples autour des poignets, on écarta les draps avec une précision d'horloger. Les moniteurs clignotaient déjà. Un cœur d'écran et de bip réglait la cadence de sa vulnérabilité. L'anesthésiste vérifia l'accès veineux, parla d'une voix douce qui ne s'adressait pas à lui, mais à son pouls. L'oxygène chuinta, discret. Un serpent blanc au bord de ses lèvres. Induction. Un voile lourd descendit. Le monde se rétrécit à une pulsation sur l'écran et à une main gantée qui ajustait une perfusion. Puis la conscience se retira comme la marée, ne laissant derrière elle qu'un corps à ouvrir. Le chirurgien principal entra, suivi de 2 assistants. Blouse tirée, gestes lavés jusqu'à l'os, regard durci par des centaines d'abdomens déjà explorés. Appendicite aiguë, voix chélioscopique, standard. On dressa les champs stériles, on colla la peau avec la froideur de l'antiseptique. Une infirmière posa les trocars sur un plateau, chrome aligné, promesse d'un cheminement propre à travers la chair. On insuffla du gaz. Le ventre se souleva en dôme docile. L'optique glissa par l'ombilic, un œil noir plongeant dans l'obscurité cavitaire. L'écran s'alluma, cavité, luisance, microsegment, ce balai de viscères que seuls les initiés savent lire. Caméra stable. La main du chirurgien guida l'image à droite, puis en bas, cherchant déjà la fosse iliaque, la boussole ordinaire de la procédure. Écarteur. Le second trocard perça la peau avec un bruit de bouchon discret. Les pinces entrèrent en scène, pinçant des plis de péritoine comme on ouvrirait un rideau trop tendu. Le chirurgien fredonnait à peine, ce demi-chant nerveux que la routine autorise. Les assistants suivaient l'écran, rythme calé, tout semblait simple, presque banal, comme annoncé. Puis quelque chose accrocha. Un vide à l'endroit où l'œil attendait un repère familier. Le kékum n'apparaissait pas. À sa place, un lacis de mésentère qui ne racontait pas la bonne histoire. Le chirurgien fronça à peine le front. On élargit la vue. La caméra recula, glissa vers le haut. Rien, ou plutôt autre chose. Une topographie sournoise qui refusait la carte.
L'air se fit plus froid, ou ce fut l'impression de l'équipe. Le chirurgien cessa de fredonner. Il guida l'optique à gauche, avec ce geste minuscule qui, sur l'écran, déplace des paysages entiers. « Donnez-moi un 3e trocard. » Le métal entra. Précision sèche. L'instrumentation chercha, effleura, retint. Les organes brillaient sous le film d'humidité, mais l'ordre intérieur ne répondait plus au nom appris. Aspiration. Un filet rouge s'ouvrit, vite maîtrisé. Le chirurgien posa un silence. L'anesthésiste, en marge, nota une variation du rythme, rattrapée aussitôt. Le principal changea l'angle encore, effaça un pli, découvrit une masse lisse qu'il n'espérait pas là. Le foie? Non, ou alors pas où il fallait. Un doute, d'abord clinique, devint une raideur dans l'épaule. Les yeux restaient calmes, mais les mains s'alourdissaient d'attention. On va explorer crânialement. Les pinces se déplacèrent en procession lente. À droite, là où l'on attend le foie, l'image livra une vacance. À gauche, une masse sombre affleurait sous la coupole, veineuse, imposante. En bas, le cadre colique semblait dessiner une boucle au miroir. L'assistant avala sa salive. La salle, pourtant pleine de bips, sembla se taire. Quelque chose ne collait pas avec la façon habituelle d'être vivant. Le chirurgien immobilisa ses instruments une seconde de trop. Seconde qui pesa comme une pierre. L'écran offrait une évidence qu'on ose nommer au premier regard. Il inspira, lâcha 3 mots bas et nets qui ne cherchaient ni effet ni panique. « Arrêtez, on recartographie !» Dès tandis que la caméra réalignait l'horizon intérieur, un frisson passa sur l'équipe, celui que provoque l'instant où la connaissance bascule dans l'inconcevable. Chapitre 3. Le premier choc. L'écran, d'habitude cartographie rassurante de l'intérieur, était devenu un miroir déformant. Les viscères ne racontaient pas le récit attendu. Là où l'appendice aurait dû pointer, rien. À sa place, une continuité inversée, comme si le corps avait choisi de se lire de gauche à droite à contresens. Le chirurgien fronça les sourcils, mais ses mains ne tremblaient pas. Elles attendaient, agrandies. L'image se déploya, révélant le foie, mais à gauche. Un frisson traversa l'assistant qui osa un souffle. C'est inversé. Le mot flotta dans l'air glacé de la salle. Pas une simple variante, pas un détail d'anatomie, mais une symétrie à rebours. Chaque organe semblait placé face à son double imaginaire. Une architecture contraire, écrite en silence depuis sa naissance. Le chirurgien serra la mâchoire. Il avait vu des anomalies, des malformations, mais cette perfection inversée, un cœur qui battait à droite, un foie qui occupait le flanc gauche, une rate déplacée comme un exilé, portait en elle quelque chose de troublant. Non pas le chaos, mais un ordre secret, invisible à l'œil nu, jusqu'à ce moment d'intrusion. « Situs inversus totalis », murmura-t-il. Le mot était rare, presque rituel. Les infirmières échangèrent un regard, hésitant entre fascination et peur. Ce n'était pas seulement de la médecine, c'était comme regarder un livre sacré écrit à l'encre renversée. Tout ce qui avait été appris, chaque geste appris par mémoire musculaire, devait désormais être inversé, comme opéré dans un miroir. L'anesthésiste leva brièvement les yeux de ses chiffres. « Il supporte bien l'induction », dit-il, comme pour rappeler qu'un patient respirait encore au centre de ce théâtre. Mais même sa voix tremblait d'un respect nouveau, car comprendre que chaque inspiration venait d'un thorax inversé, que chaque battement provenait d'un cœur décalé, c'était effleurer l'idée que l'humain n'est jamais garanti d'être conforme à son propre schéma. Les pinces reprirent leur balai, mais la musique avait changé. Chaque mouvement devait se penser à rebours. La main gauche agissait là où la droite aurait dû dominer. Le chirurgien ralentissait, mesurait chaque geste. Le silence de l'équipe devint pesant, comme si tout le bloc avait conscience qu'il regardait quelque chose qu'aucun manuel ne pouvait vraiment préparer. Puis le choc psychologique gagna l'émotion brute. Et si, sous cette disposition inversée, se cachait autre chose? L'homme, sur la table, avait-il toujours senti une différence?
Avait-il eu des douleurs que personne ne croyait? Et surtout, qu'est-ce que cela signifiait pour sa vie après cette opération? Les questions flottaient, muettes, mais palpables dans la sueur qui perlait sous les masques. L'assistant le plus jeune serra ses gants, sa voix craqua malgré lui. « Et si nous nous perdons dans l'anatomie ?» Le chirurgien répondit sans lever les yeux. « Alors nous apprenons à lire autrement. » Ces mots claquèrent, plus lourds que le bruit des instruments. Lire autrement, comme déchiffrer un alphabet qu'on croyait connaître et qu'on découvre reflété dans un miroir d'eau. Pourtant, une tension sourde persistait. Ce n'était pas seulement une inversion, c'était une révélation. Comme si le patient portait depuis toujours une énigme que seule la lame d'un bistouri pouvait ouvrir. Le bloc opératoire, espace d'ordinaire mécanique, devenait une scène initiatique. Tous savaient que, même si la procédure réussirait, ils ne ressortiraient pas les mêmes. Lorsque le chirurgien enfin localisa l'appendice inversé, il y eut un soupir collectif. Non pas de soulagement, mais de reconnaissance. Reconnaissance face à l'ordre caché qui s'était offert à eux. Le premier choc s'achevait, mais il laissait derrière lui une fissure irrévocable. La certitude que l'intérieur humain peut être à la fois familier et radicalement étranger, et que parfois, c'est en cherchant le banal que l'on découvre l'inconcevable. Chapitre 4. Le corps comme énigme. Quand les instruments furent reposés un instant et que l'équipe reprit son souffle, la salle prit un air de confessionnal. Le patient dormait encore, inconscient de la tempête silencieuse que son corps avait déclenchée. Le chirurgien, gants encore teintés de rouge, observa l'écran figé. Le cœur à droite battait paisiblement, comme s'il n'avait jamais été ailleurs. C'était cela, l'énigme. Comment un tel corps avait-il vécu 29 ans sans jamais révéler sa dissidence intérieure? L'anesthésiste rompit le silence, presque à voix basse. Vivre ainsi, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il se sent différent? Sa question paraissait naïve, mais elle portait en elle une peur partagée. Un corps inversé, c'était plus qu'une curiosité médicale. C'était la possibilité d'une vie vécue dans un décalage invisible où chaque battement du cœur contredisait la norme universelle enseignée dans les amphithéâtres. Le plus jeune interne, encore pâle, s'approcha. Vous imaginez, chaque médecin qu'il a vu, chaque auscultation, chaque examen, personne n'a jamais remarqué. Sa douleur d'appendicite aurait pu être confondue, déplacée. Un seul mauvais diagnostic, et il serait mort sans que personne comprenne. Ces mots frappèrent fort, car ils mettaient en lumière l'abîme. Ce n'était pas seulement un hasard anatomique, mais un danger permanent caché dans le quotidien. Le chirurgien, plus expérimenté, croisa les bras. Ce corps est une énigme, oui, mais c'est aussi une leçon. Nous croyons connaître la carte. Nous pensons que l'intérieur de chaque être est un territoire figé, stable, répété à l'identique. Et puis un jour, nous découvrons une inversion parfaite, et la carte devient inutile. Son regard ne quittait pas l'écran, comme hypnotisé par ce miroir interne. Dans la salle, chacun imagina l'existence de cet homme. A-t-il eu des palpitations inexpliquées? Des douleurs que personne n'écoutait, car elles semblaient venir du mauvais côté? Combien de fois avait-il avalé un silence pour éviter d'être jugé hypocondriaque? Et soudain, une évidence glaça l'air. Peut-être n'avait-il jamais rien dit. Peut-être vivait-il sans savoir qu'il portait une anomalie rare, une singularité qui le mettait à l'écart de l'humanité commune. Une infirmière, la plus ancienne, murmura. On dit que l'âme réside à gauche, là où bat le cœur. Alors si son cœur est à droite, son âme, où est-elle? La question, à mi-chemin entre la science et la superstition, fit frissonner l'équipe, car ce renversement n'était pas seulement médical. Il touchait à quelque chose de plus profond, la symbolique millénaire du corps. À gauche, la vie, à droite, l'ombre. Et cet homme vivait avec les deux permutés. Le bloc sembla se resserrer autour du mystère. Même la lumière froide des néons paraissait différente, projetant des ombres inversées sur les murs. L'opération devenait une sorte de rite, une descente dans un labyrinthe où chaque couloir menait à une vérité nouvelle.
Le corps humain n'est pas un modèle unique, mais une multiplicité secrète, une bibliothèque de variations dont certaines ne s'ouvrent qu'au scalpel. Le chirurgien reprit finalement la procédure, mais ses gestes étaient empreints d'une lenteur presque méditative. Inversé ou pas, il est vivant. Ce qui compte, c'est de préserver ce qu'il est. Et de ces mots résonnaient comme un serment. Pourtant, derrière cette détermination restait une inquiétude, car l'énigme n'était pas seulement chirurgicale. Elle touchait à l'identité même du patient. Quel être devenait-on quand son corps contredisait la norme absolue? Au fil des minutes, l'équipe continua à intervenir, mais chaque incision semblait aussi une question. Un organe à droite, une artère déviée, une veine surprenante, autant de rappels que ce patient était une exception vivante. Un témoin silencieux d'un ordre caché, que nul manuel de médecine ne pouvait vraiment expliquer. Et chacun, au fond de lui, sentait que cette rencontre resterait gravée comme une confrontation avec l'inconnu. Lorsque l'appendice inversé fut enfin extrait, le chirurgien le posa délicatement dans le plateau métallique. Le son résonna dans la salle comme une ponctuation finale. Mais ce n'était pas la fin. L'homme vivrait, oui. Mais son secret, désormais révélé, ne pourrait plus jamais être ignoré. Son corps avait parlé, et ce qu'il avait dit bouleversait plus que la médecine. Il rappelait que l'humain est avant tout une énigme en marche. Chapitre 5. Les révélations post-opératoires. Quand il ouvrit enfin les yeux, la lumière de la salle de réveil le transperça comme une lame. Tout était blanc, silencieux, presque irréel. Ses lèvres sèches murmurèrent une question muette, mais aucun son ne sortit. Sa poitrine se soulevait, lourde, douloureuse, comme si l'air lui-même hésitait à entrer. Il sentit une main sur la sienne, celle de l'infirmière, mais son regard cherchait autre chose, une explication. Le chirurgien entra, visage fatigué mais calme. Il s'approcha du lit avec cette gravité particulière qu'ont les hommes qui savent qu'ils doivent prononcer des mots capables de bouleverser une vie. « L'opération s'est bien passée », dit-il d'abord, presque mécaniquement. Mais ses yeux trahissaient une tension, une vérité encore non dite. Le patient cligna des yeux, attendant. « Nous avons découvert quelque chose », poursuivit le médecin. Sa voix baissa, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes écoutent. « Vos organes sont inversés. Votre cœur est à droite, votre foie à gauche, vos poumons comme reflétés dans un miroir. Vous vivez avec ce qu'on appelle une situs inversus totalis. » Les mots tombèrent, lourds, étranges, impossibles à assimiler. Au début, il pensa à une mauvaise blague. Comment pouvait-on vivre ainsi sans jamais savoir? Mais les détails du chirurgien le frappèrent comme des pierres. L'appendice retrouvé du mauvais côté, les artères déviées, le cœur battant contre une cage thoracique inversée. Chaque phrase creusait un gouffre plus profond. L'homme sentit son propre corps lui échapper, comme s'il devenait étranger à lui-même. « Cela veut dire quoi ?» demanda-t-il d'une voix cassée. « Que je ne suis pas normal? Que je suis malade ?» Ces mots portèrent la peur brute, celle d'être un monstre déguisé en homme. Le chirurgien secoua la tête. « Vous n'êtes pas malade. Vous êtes vivant, et cela, c'est déjà une énigme. Mais vous devez savoir que dans certaines situations, cela peut vous mettre en danger. Un mauvais diagnostic, une erreur de localisation, et personne ne comprendrait pourquoi. » L'homme détourna les yeux. Toute sa vie défila. Les courses, les repas, les nuits blanches, les douleurs passagères qu'il n'avait jamais expliquées. Avait-il senti, inconsciemment, que son corps cachait quelque chose? Avait-il porté depuis toujours ce secret comme un poids silencieux? Ses souvenirs devenaient des pièces d'un puzzle renversé et chaque souvenir désormais semblait corrompu par cette révélation. « Écoutez, » ajouta l'infirmière, adoucissant l'atmosphère, « vous avez survécu. Et vous avez vécu ainsi sans jamais le savoir. Votre corps vous a protégé, malgré sa différence. Vous n'êtes pas une anomalie. Vous êtes la preuve que la vie trouve toujours un chemin, même à travers le miroir. » Ces paroles résonnaient comme une prière, mais l'homme n'arrivait pas à y croire. Dans le couloir, les rumeurs circulaient déjà. Certains internes parlaient d'un miracle, d'autres d'un cas d'école, d'autres encore d'une malédiction inversée.
Lui, étendu sur son lit, se sentait observé, disséqué non seulement par les scalpels, mais aussi par les regards. Il n'était plus impatient, il devenait une curiosité vivante. Un homme dont l'intérieur défiait l'ordre établi. Le silence retomba. Il porta la main à sa poitrine du côté gauche, là où toute sa vie il avait cru sentir battre son cœur. Rien. Le battement, faible mais réel, venait de l'autre côté. Ce détail si simple le bouleversa plus que tout le reste. C'était comme si son âme elle-même avait été déplacée, rejetée dans une zone inconnue. Son corps lui appartenait encore, mais il n'était plus familier. Le chirurgien conclut avec une voix basse. « Votre vie ne sera plus jamais la même, parce que maintenant vous savez. Mais souvenez-vous de ceci, votre corps n'est pas contre vous. Il est un mystère, oui, mais aussi une force. Vous avez survécu là où d'autres n'auraient pas. Et peut-être, un jour, vous danserez avec cette énigme. » L'homme ferma les yeux, incapable de répondre. Car au fond, il savait déjà, la vraie bataille commençait maintenant. Chapitre 6. Les ombres du quotidien. Les jours qui suivirent son retour à la maison furent étranges. Comme si le monde lui-même s'était décalé de quelques centimètres. Chaque geste banal devenait une interrogation. Lorsqu'il respirait profondément, il posait instinctivement sa main sur le côté gauche de sa poitrine, puis se rappelait que son cœur battait ailleurs. Ce battement déplacé lui rappelait à chaque seconde qu'il n'était pas comme les autres. Sa famille essayait de l'entourer d'un amour rassurant, mais leur regard changeait, même inconsciemment. Sa mère, en lui apportant une tasse de thé, le fixait plus longtemps que d'habitude, comme si elle tentait d'imaginer l'envers de son fils, un être inversé, étrange, mais pourtant vivant. Son frère, lui, posait des questions qu'il n'osait pas formuler en entier. « Est-ce que tu peux vivre longtemps comme ça ?» Dans le village, la rumeur avait couru vite. Certains disaient qu'il avait survécu grâce à un pacte avec le destin. D'autres chuchotaient qu'il était un présage de malheur. Les plus superstitieux affirmaient que naître à l'envers signifiait porter un fardeau invisible, un rôle que personne d'autre ne pouvait endosser. Quand il marchait dans la rue, les conversations s'interrompaient et il sentait ce poids dans les regards. Les nuits étaient les plus terribles. Allongé dans son lit, il plaçait ses doigts sur le côté droit de sa poitrine pour sentir le rythme de son cœur. Parfois, il avait l'impression qu'il battait trop fort, comme s'il voulait sortir de sa cage thoracique. D'autres fois, il craignait de ne rien sentir, et alors l'angoisse le submergeait. Et si, un jour, son corps décidait de se trahir lui-même, le miroir de la salle de bain devint son pire ennemi. Il observait son reflet, cherchant à déceler quelque chose qui prouvait sa différence. Mais l'extérieur restait normal, banal même. Ce paradoxe le torturait. Il portait en lui une vérité monstrueuse, mais invisible. Il se demandait si d'autres, en le croisant, pouvaient la deviner, comme un secret qui transpirait malgré lui. Petit à petit, il commença à éviter les foules, les amis, même sa famille. Il préférait l'ombre de sa chambre, où il s'asseyait pendant des heures, main posée sur son cœur inversé, comme pour apprivoiser cette créature qui battait dans un territoire interdit. Le monde extérieur lui semblait hostile, trop lumineux, trop bruyant, incapable de comprendre ce qu'il vivait. Pourtant, il y avait une fascination qui naissait en lui. Parfois, il se surprenait à se dire qu'il était unique, presque surnaturel. Ses organes inversés faisaient de lui une énigme vivante, un paradoxe humain. Mais aussitôt que cette pensée prenait racine, elle s'accompagnait d'une peur sourde. Si son corps défiait les lois de la nature, combien de temps avant que la nature ne décide de corriger cette anomalie? Ses cauchemars se peuplaient d'images terribles. Il se voyait sur une table d'opération, son torse ouvert, et des médecins paniqués cherchant ses organes dans le vide. D'autres nuits, il rêvait que son cœur s'arrêtait et qu'aucun médecin ne parvenait à le trouver. Ces visions le réveillaient trempé de sueur, la main crispée sur sa poitrine, incapable de distinguer le rêve de la réalité. Un soir, il sortit marcher près de la rivière, pensant que l'air frais apaiserait ses angoisses. Mais l'eau, reflétant la lune, lui donna l'impression d'un miroir liquide. Il s'arrêta, hypnotisé.
imaginant son corps reflété en dessous, inversé, étranger, prisonnier des profondeurs. Le murmure du courant résonna en lui, comme une voix chuchotant. « Tu ne seras jamais comme eux ». De retour chez lui, il comprit une chose. Ce n'était pas seulement son corps qui avait changé, c'était sa perception du monde. Chaque regard, chaque mot, chaque battement de son cœur était désormais une énigme. La vie qu'il avait connue n'existait plus. Une autre, plus sombre et plus fragile, commençait à se dessiner, et il devait apprendre à la traverser, seul. Chapitre 7. Les murmures de l'inconnu. Les semaines s'écoulaient, mais une rumeur persistante s'insinuait dans les rues étroites de la petite ville. On disait que depuis son retour, des choses étranges s'étaient produites. Des horloges qui se déréglaient sans raison, des miroirs qui se fendaient sans choc, et même des chiens qui, en le croisant, refusaient de bouger, les yeux fixés sur lui, comme s'ils percevaient un désordre invisible. Au début, il n'y prêta pas attention. Après tout, son corps inversé n'avait pas de lien avec des pendules ou des reflets. Mais la répétition des événements le troubla. Chaque fois qu'il passait devant la vieille horloge de l'église, les aiguilles s'immobilisaient. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce où brillait un miroir, son image semblait légèrement en retard, comme si son reflet hésitait à le suivre. Les voisins, eux, n'hésitaient plus à murmurer. Certains l'appelaient « l'homme renversé ». D'autres disaient qu'il portait en lui une malédiction. Les plus superstitieux évitaient de le croiser, changeant de trottoir quand ils l'apercevaient. Il ressentait ce rejet comme une morsure constante, une condamnation silencieuse qu'aucun mot ne pouvait effacer. Une nuit, alors qu'il essayait de dormir, il entendit un bruit étouffé dans la maison. Ce n'était ni le vent, ni un craquement familier de bois. C'était un murmure, une voix indistincte, comme venue d'ailleurs, qui semblait répéter son prénom. Il se leva brusquement, la gorge sèche, et parcourut les couloirs sombres. Rien. Mais le silence qui suivit était encore plus pesant, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le lendemain, il osa parler à sa mère de ce qu'il avait entendu. Elle pâlit, baissant les yeux. Après un long silence, elle murmura que, depuis sa naissance, des signes étranges l'avaient entouré, qu'elle avait souvent rêvé de lui, enfant, marchant à reculons, ou parlant avec des voix qui n'étaient pas les siennes. Elle avait toujours cru que ce n'était que l'imagination d'une mère inquiète. Mais désormais, elle doutait. À mesure que les nuits avançaient, les murmures se firent plus clairs. Parfois, il croyait entendre des phrases entières, mais toujours brisées, comme des échos inversés d'une langue qu'il connaissait sans comprendre. Il semblait provenir de son propre corps, de son cœur déplacé, de ses poumons inversés, comme si ses organes parlaient, porteurs d'un message enfoui. La peur l'envahit. Mais, paradoxalement, une forme de curiosité grandissait aussi. Était-il un simple accident biologique ? Ou bien un passage, une fissure entre deux mondes? Plus il se posait la question, plus les phénomènes s'intensifiaient. Les lampes grésillaient à son approche, les radios diffusaient des bruits parasites uniquement quand il entrait dans une pièce. Tout semblait répondre à son existence. Un soir, alors qu'il traversait la place du village, il croisa une vieille femme que tout le monde évitait. Elle s'approcha de lui, ses yeux brillants d'un savoir ancien, et lui dit d'une voix rauque « Ton corps n'est pas une erreur, c'est une porte ». Puis elle tourna le dos et disparut dans la nuit, le laissant trembler. Cette phrase ne le quitta plus. Une porte? Vers quoi? Vers qui? Était-ce pour cela que les murmures le poursuivaient, que les miroirs hésitaient, que les chiens s'immobilisaient? Une idée terrible naissait en lui. Et si son inversion n'était pas seulement une particularité anatomique, mais une invitation, un appel d'un monde que personne ne devait approcher? Cette nuit-là, il ne dormit pas. Allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond, il entendit de nouveau son prénom, répété avec insistance, mais cette fois, accompagné d'un battement profond, synchronisé avec son cœur, et il comprit qu'il n'était plus seul dans son propre corps. Chapitre 8.
le poids de la révélation. Le matin suivant, il se leva avec une lourdeur inhabituelle dans les membres. Ses pas semblaient étrangers, comme dictés par une force qu'il ne contrôlait plus. Dans le miroir de la salle de bain, son reflet tardait encore à apparaître, mais cette fois, il crut voir ses lèvres bouger avant les siennes. Un frisson glacé remonta le long de sa nuque. Était-il encore maître de son propre corps? Les murmures, désormais constants, formaient presque un langage. Il répétait son prénom, mais ajoutait aussi des mots qu'il n'avait jamais entendus, gutturaux et distordus, comme prononcés à l'envers. Quand il fermait les yeux, il avait l'impression d'entendre une foule entière parler en même temps, un écho infini résonnant à l'intérieur de ses poumons inversés. Il tenta de résister, de chasser ses voix en s'occupant, en marchant, en se forçant à discuter avec les rares voisins qui acceptaient encore de l'approcher. Mais rien n'y faisait. Les voix l'accompagnaient partout. Dans le marché, entre deux étals, il crut entendre une injonction claire. « Ne lutte pas !» Son cœur bondit dans sa poitrine, battant plus fort, plus vite, comme s'il obéissait lui aussi à un ordre invisible. Un soir, il se rendit à la bibliothèque municipale. Obsédé, il chercha dans de vieux ouvrages de médecine, d'anatomie et même d'occultisme des réponses à sa condition. Parmi les pages jaunies, il découvrit un chapitre sur les légendes anciennes parlant d'êtres inversés. Des hommes nés avec le cœur à droite, considérés comme des passeurs entre les vivants et les morts. Des créatures qui portaient deux réalités dans un seul corps. La lecture le fit trembler. Chaque ligne semblait parler de lui, de son existence bancale, de ses organes renversés. Les anciens textes disaient qu'il pouvait entendre des voix venues de l'autre côté et que leur rôle était de transmettre un message que les vivants ne pouvaient recevoir. Mais un avertissement revenait sans cesse. Si le passeur refuse son rôle, le corps s'effrite. Dès lors, il commença à voir des signes partout. Le tic-tac des horloges sonnait à rebours quand il entrait dans une pièce. Les flammes d'une bougie vacillaient à l'envers, plongeant la lumière dans une danse déroutante. Et surtout, les murmures n'étaient plus seulement des échos, ils devenaient des ordres. « Va, écoute, ouvre !» Chaque mot pesait dans sa poitrine, comme une pierre brûlante. Son entourage, déjà méfiant, commença à se détourner complètement de lui. Même sa mère, autrefois protectrice, s'inquiétait de son comportement. Elle le surprit à parler seul, la nuit, fixant les murs, comme s'il lui répondait. Les voisins disaient qu'il se transformait, que ses yeux n'avaient plus la même couleur, que son souffle semblait venir de deux directions à la fois. Lui-même sentait la fracture grandir. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit, debout dans la maison, sans se souvenir de s'être levé. Parfois, son bras se tendait sans qu'il le décide, comme si quelqu'un d'autre tirait les ficelles à travers ses muscles. Il n'était plus seulement habité par des murmures, il devenait le prolongement de quelque chose d'invisible. L'idée de la vieille femme résonnait encore dans sa mémoire. « Ton corps est une porte ». Peut-être que la porte s'était déjà entr'ouverte. Peut-être qu'il n'était plus seulement lui-même, mais un passage vers une autre présence. Chaque battement de son cœur inversé sonnait comme un rappel. Il n'était pas né pour être ordinaire, mais pour devenir un réceptacle. Cette nuit-là, alors qu'il se regardait encore une fois dans le miroir, il vit son reflet sourire avant lui. Pas un sourire humain, mais un rictus tordu, étranger, qui s'effaça au moment où ses lèvres se crispèrent de peur. Dans un souffle glacé, il entendit à nouveau, mais cette fois parfaitement clair, « Prépare-toi ». Et il sut que le pire restait à venir. Chapitre 9. La possession du corps. La nuit était épaisse, sans lune, quand il sentit pour la première fois son corps lui échapper totalement. Il s'était assis dans son lit, pensant pouvoir lutter contre le sommeil, mais ses paupières tombèrent d'un coup et son esprit plongea dans une obscurité où seule une respiration étrangère résonnait. Quand il se réveilla, il se tenait dans le couloir, la main crispée autour d'un couteau de cuisine, sans se souvenir d'avoir quitté la chambre. Le lendemain, les choses empirèrent.
Son bras gauche refusait de lui obéir, agissant parfois comme mu par une volonté propre. Il saisissait des objets, griffonnait des symboles sur des morceaux de papier, ou se posait sur sa poitrine comme pour sentir les battements inversés de son cœur. Chaque fois qu'il tentait de le retenir, il sentait une force brutale le repousser de l'intérieur, comme si son corps n'était plus qu'un champ de bataille. Les voix ne se contentaient plus de murmurer, elles commandaient « Avance, ouvre, écoute ». Il n'avait plus de choix, seulement l'obéissance. Même ses jambes cédaient à cette emprise. Parfois, il se retrouvait dehors, au bord de la rivière, pieds nus sur les pierres froides, incapable de dire comment il y était arrivé. L'eau reflétait un visage qui n'était pas tout à fait le sien. Les yeux étaient plus sombres, les traits plus durs, comme sculptés par une main étrangère. Sa mère, terrifiée, tenta de le retenir. Elle verrouillait les portes, cachait les couteaux, priait à genoux toute la nuit. Mais rien n'arrêtait la chose qui s'installait en lui. Elle le surprit un soir, en train de parler une langue inconnue, gutturale, résonnant comme un écho souterrain. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix n'était plus la sienne. C'était une basse vibrante qui faisait trembler les murs et blanchir ses cheveux. Il tenta une dernière fois de résister. Face au miroir, il se mit à se gifler, criant qu'il ne voulait pas être un jouet, qu'il refusait d'être un passage. Mais son reflet ne bougeait plus en même temps que lui. Il restait là, immobile, ses yeux ronds et noirs, jusqu'à ce qu'il sourit lentement, révélant des dents plus longues que les siennes. Le cri qu'il poussa résonna dans toute la maison, mais personne n'osa approcher. Les jours suivants, son corps ne lui appartenait plus qu'à moitié. À chaque réveil, il découvrait des preuves, ses mains couvertes de terre, ses vêtements trempés, des cicatrices nouvelles sur ses bras. Une fois, il trouva son nom gravé à l'envers sur le bois de sa table, comme si quelque chose ou quelqu'un avait voulu lui rappeler qu'il n'était plus seul et que la frontière entre lui et l'autre s'effritait. La douleur physique devint insupportable. Son ventre se contractait, ses organes semblaient se déplacer à l'intérieur comme s'ils cherchaient une nouvelle place. Les médecins avaient dit qu'ils étaient inversés, mais désormais, il les sentait bouger, s'entrechoquer, se tordre. Parfois, il avait l'impression que son cœur battait à deux endroits à la fois, et dans ces moments, les voix riaient, un rire sec et sans pitié. La possession n'était plus un doute, mais une évidence. Dans ces rares moments de lucidité, il se souvenait des mots lus dans l'ancien manuscrit. Si le passeur refuse son rôle, le corps s'effrite. Mais s'il accepte, le monde tremble. Était-ce son destin? Être une porte? Être le lien entre deux mondes? Il ne voulait pas, mais son corps ne lui demandait plus son avis. Un soir, son bras, encore une fois indépendant, força sa main à écrire sur le mur de sa chambre. 3 mots, tracés en lettres noires. « Je suis là ». Sa mère hurla en les voyant, mais il ne put la rassurer, car il savait que ce n'était pas lui qui avait écrit. Et pire encore, il savait que ce n'était plus seulement à l'intérieur, c'était dehors, prêt à sortir. Dans le silence qui suivit, il sentit un souffle glacé passer dans son dos, alors que toutes les bougies de la maison s'éteignirent en même temps. Les voix se turent, et dans ce vide oppressant, une seule phrase résonna dans sa poitrine. « Bientôt, tu ne seras plus toi ». Il comprit alors que le chapitre de la possession n'était que le commencement. Chapitre 10. La fusion. La dernière nuit commença dans un silence inhabituel. Aucun vent, aucun cri d'animal, même la rivière semblait figée, comme si le monde retenait son souffle. Il s'allongea dans son lit, persuadé qu'il n'y aurait pas de réveil cette fois. Et il avait raison, car au moment où ses yeux se fermèrent, ce n'était pas le sommeil qui l'attendait, mais une descente lente dans une obscurité liquide, dense, où son propre corps l'attendait, déformé et prêt à l'engloutir. Il se vit de l'extérieur, allongé, fragile, pâle, et en face, debout dans le noir, une silhouette qui lui ressemblait mais inversée, comme un miroir tordu. Les organes palpitaient sous sa peau, visibles, battant en rythme mais à l'envers. La silhouette tendit la main.
Il aurait voulu refuser, mais son bras se leva de lui-même, et leurs doigts se touchèrent. L'instant d'après, une douleur fulgurante traversa sa poitrine. Son cœur explosa en 2 battements distincts, un rythme humain, rapide et affolé, et un rythme profond, lent, lourd comme un tambour funéraire. Les 2 sons se chevauchaient, se dévoraient, jusqu'à ne devenir qu'un. Le choc le fit se redresser dans son lit, le souffle coupé, mais ce n'était plus seulement lui qui respirait. Chaque inspiration résonnait comme 2 poumons superposés, l'un aspirant l'air, l'autre aspirant quelque chose d'invisible. Sa mère entra précipitamment, alertée par le vacarme. Elle recula aussitôt, la main sur la bouche. Ses yeux fixèrent le fils qu'elle croyait connaître, mais qui n'était plus le même. Ses traits s'étaient allongés, ses veines gonflées pulsaient comme si elles contenaient une lumière noire. Quand il ouvrit la bouche pour l'appeler, 2 voix sortirent en même temps, la sienne tremblante et une autre profonde, qui disait exactement les mêmes mots. « Maman !» soufflèrent les 2 voix. Elle s'effondra à genoux, priant sans oser le regarder davantage. Mais il n'y avait plus de prière possible. Dans le miroir accroché au mur, il vit son reflet, et cette fois il bougeait avec lui. Mais ses yeux étaient retournés, blancs, sans pupille. C'était l'autre qui dominait maintenant, et lui, prisonnier, ne pouvait que regarder depuis l'intérieur. Ses organes, inversés depuis la naissance, n'étaient pas une anomalie médicale, mais une préparation. Il comprit enfin. Il avait été façonné pour accueillir. Il était né pour ce moment, pour devenir une coquille parfaite. Chaque douleur qu'il avait ressentie, chaque voix qu'il avait entendue, tout menait à cette union. Le pire fut de sentir qu'une part de lui acceptait, que son corps trouvait une harmonie dans ce chaos. Les murs tremblèrent, la maison entière vibrait comme un tambour, chaque fissure résonnant avec les battements de son double cœur. Des ombres coulèrent des coins de la pièce, s'approchant de lui comme attirées par un phare. Sa mère hurlait, mais ses cris se perdaient dans la tempête invisible. Les ombres s'infiltrèrent en lui et il les accueillit sans douleur. Son torse se gonfla, ses yeux brillèrent et une certitude glaçante l'envahit. Il n'était plus seul et ne le serait jamais. Il marcha vers la fenêtre, ses pas lourds mais fluides, comme guidé par une symphonie qu'il ne contrôlait pas. Dehors, la rivière scintillait, illuminée d'une lumière que personne n'avait vue auparavant. L'eau formait des vagues contre nature, avançant à rebours du courant. Il entendit son nom prononcé dans le souffle du vent, mais ce n'était pas un appel, c'était une proclamation. Les habitants du village, réveillés par le vacarme, sortirent de leur maison. Ils levèrent les yeux vers lui, figés devant la fenêtre. Certains tombèrent à genoux, d'autres s'enfuirent. Car ils comprirent immédiatement. Ce n'était plus un homme qu'ils voyaient, mais un hôte, un hybride, un passage. Sa peau luisait d'une teinte surnaturelle, et sa respiration emplissait la nuit comme une marée. Dans son esprit, une dernière pensée humaine tenta de se frayer un chemin. Ce n'est pas moi. Mais déjà, la voix de l'autre recouvrait tout, douce et impitoyable. Non, désormais, c'est nous. Et dans cette fusion, son identité se dissout, engloutie par une éternité qui venait de commencer. Fermeture. La maison fut abandonnée dès l'aube. Personne n'osa franchir de nouveau son seuil, comme si chaque brique avait absorbé ce qu'il était devenu. On murmurait que la nuit, des battements étranges résonnaient encore dans les murs, comme 2 cœurs superposés. Sa mère, vieillie en quelques jours, se retirait près de la rivière, incapable de prononcer son nom sans sentir le poids du sacrilège qu'elle avait engendré. Le village tenta d'oublier, mais l'eau ne laissait pas l'oubli s'installer. Chaque reflet, chaque éclat de lune sur la surface rappelait sa silhouette à la fenêtre, ses yeux renversés, sa voix doublée. Certains prétendaient qu'il errait toujours sur les rives, moitié chair, moitié ombre, attendant de recueillir d'autres hôtes. D'autres juraient qu'il n'avait jamais quitté l'eau et qu'il devenait la rivière elle-même, une présence fluide et insaisissable. Ainsi se referma le destin d'un homme qui, pour les médecins, n'était qu'une anomalie anatomique, mais qui portait en lui un dessein plus ancien et plus sombre. Il ne marcha plus jamais parmi les siens, mais son souffle, sa fusion, restèrent inscrits dans le courant. Et chaque fois que l'eau frappait les pierres avec trop de force, les habitants frissonnaient en silence, se souvenant, l'envers du corps cache toujours l'envers du monde.